Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans les sources fournies pour une analyse assez ciblée de l'économie américaine. Bonjour. L'objectif, c'est de décrypter un peu les transformations majeures depuis la crise de 2008. On va s'appuyer sur l'analyse économique, les données de la Fed aussi. Oui, tout à fait. On cherche à comprendre ce qui tire vraiment la croissance actuelle, mais aussi où se cachent ces fragilités potentielles. Alors, il y a deux éléments qui sautent aux yeux, je trouve, dans cette analyse. Hmm. D'abord, un changement assez radical dans le moteur de la croissance, et puis une dépendance qui semble grandissante à la dette publique. Commençons peut-être par le moteur historique. Absolument. Avant 2008, le paysage était relativement clair, hein. La croissance du crédit privé, c'était vraiment le thermomètre de l'économie. L'indicateur clé. Exactement. Les données historiques, elles sont d'ailleurs assez éloquentes. Entre 1952 et 2009, 9 fois sur 10, quand la croissance totale du crédit ajusté de l'inflation, bien sûr, passait sous les 2%, hop, une récession suivait. Presque automatiquement. C'était fiable, quoi. Très fiable. Un indicateur vraiment solide. Et c'est là que ça devient intriguant. Parce que depuis 2010, cette vieille règle, elle semble ne plus trop s'appliquer. C'est ça. Les documents montrent des années avec une croissance du crédit très faible, parfois même négative, et pourtant, pas de récession. On l'a vu ces 3 dernières années, non? Oui, oui, clairement. Une croissance du PIB, honorable, entre 2,5 et 2,9% par an, alors que le crédit, lui, stagnait. Donc cet ancien indicateur, il est un peu caduc, on dirait. Il l'est. La question c'est, qu'est-ce qui a pris le relais? Voilà. Et là, les sources pointent très clairement vers une dynamique différente. C'est l'explosion de la richesse des ménages. Ah oui, Oui, principalement via la valorisation des actifs, financiers, immobiliers. C'est un changement structurel assez majeur, en fait. d'accord. L'économie carbure moins au nouveau crédit et beaucoup plus à la richesse qui est déjà là, accumulée, et surtout à son augmentation. Et les chiffres qui sont donnés sont assez vertigineux quand même, hein. Le patrimoine net des ménages américains, 169 000 milliards de dollars début 2024. C'est colossal. C'est énorme. Pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 1,8 fois plus qu'en 2008. Mhm. Et rien que sur l'année dernière, ça a grimpé de 14 000 milliards. Alors cette richesse, même si une partie est sur le papier, elle influence la confiance et donc la consommation. Exactement. C'est l'effet richesse. Et c'est ça qui tire la croissance du coup. Tout à fait. Mais ce qui est fascinant ici, et c'est vraiment un point central de l'analyse qu'on a sous les yeux, c'est la nouvelle forme de vulnérabilité que ça crée. Comment ça? Ben, l'économie devient comme suspendue à la bonne tenue des marchés d'actifs, que ce soit la bourse ou l'immobilier. Or, les données montrent que la valeur de ces actifs est exceptionnellement élevée par rapport aux revenus. Précisément, l'analyse met ça en avant avec le ratio patrimoine net sur revenu personnel disponible. Oui, ce fameux ratio. Fin 2024, il a atteint 783%. Pour mettre ça en perspective, la moyenne historique depuis 1951, c'est 576%. Donc on est bien au-dessus. Ah oui, on est 36% au-dessus de cette moyenne de longue période. En gros, ce ratio mesure combien d'années de revenus représente le patrimoine accumulé. Et un tel niveau, historiquement, c'est souvent vu comme Un signe de surévaluation potentielle, exactement. voilà. Et ça rend l'économie très très sensible à la moindre secousse sur les marchés. Une correction un peu significative, et hop, ça pourrait avoir un effet direct et rapide sur la consommation via cet effet richesse dont on parlait. D'accord. Et si on connecte ça à la deuxième grande tendance identifiée dans les documents? La dépendance accrue à la dette publique. C'est ça. L'autre pilier de cette nouvelle dynamique. Oui, l'analyse souligne bien que depuis 2008, l'augmentation annuelle de la dette publique fédérale, elle représente une part beaucoup plus importante de l'augmentation de la dette totale dans l'économie, beaucoup plus qu'avant. Donc les dépenses publiques financées par l'emprunt ont joué un rôle majeur pour soutenir l'activité. Crucial, on l'a vu pendant la pandémie bien sûr, mais c'est aussi devenu plus structurel semble-t-il. Donc si je résume, on a une double dépendance. D'un côté, la valorisation des actifs risqués, et de l'autre, les dépenses et les emprunts publics. C'est exactement ça. Et c'est là que le risque systémique potentiel apparaît, comme le suggèrent les documents. C'est-à-dire? Imaginez une perturbation majeure des dépenses de l'État ou de sa capacité à emprunter. On pense aux débats sur le plafond de la dette, par exemple, qui sont mentionnés. Oui, toujours tendu ces débats. Voilà. Ça pourrait non seulement freiner directement l'économie, mais ça pourrait aussi potentiellement ébranler la confiance des marchés financiers. Et là, Ça impacterait la valeur des actifs des ménages. et on aurait un cercle vicieux,
Les deux piliers sont liés en fait. Fragile ensemble. Bon, alors que retenir de toute cette exploration semences? Essentiellement que l'économie américaine, elle fonctionne un peu selon de nouvelles règles du jeu. On dirait bien oui. Moins dépendante du cycle classique du crédit privé, elle s'appuie davantage sur la création de richesses via les actifs et sur l'impulsion budgétaire permise par la dette publique. C'est un nouveau paradigme, quoi. Et ça soulève une question fondamentale, hein, qui est bien mise en lumière par l'analyse Vimance. Et est-ce que cette nouvelle configuration, elle est soutenable à long terme? C'est la grande question. Ouais. La dépendance à des marchés d'actifs qui sont peut-être surévalués, et puis à un endettement public qui continue de croître, ça représente un pari un peu risqué sur la stabilité future. La solidité de cette croissance, elle semble vraiment conditionnée à des facteurs qui sont par nature assez volatiles. Qui nous laisse avec une dernière pensée, peut-être une piste de réflexion pour aller plus loin, issue de cette analyse. Hmm. Si la richesse accumulée, qui peut parfois sembler un peu déconnectée de la production réelle des biens, des services, si elle devient le principal carburant de l'économie, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature même de la croissance? Hmm. Et sur sa qualité ou sa résilience face au choc? C'est une excellente question. Une question profonde sur ce qu'on mesure et ce qui compte vraiment pour une économie saine à long terme. Voilà, de quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.